On est assis, ceux qui n'ont pas de chaise, à côté de vous sur le mur. Donc, comme je vous disais, on remercie l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud de nous accueillir dans ses locaux. On vous remercie aussi de votre présence parce que c'est important. Puis pour nous, notre volonté, c'est de faire en sorte de vous offrir aussi un moment pour vous, que les candidats puissent se présenter à vous, mais puissent entendre aussi vos questions. C'est pour ça que la deuxième partie se fait vraiment sous groupe et nous permet d'avoir un contact plus direct avec les candidats. Donc, ce soir, nous avons comme candidat présent, M. Louis Charron, qui se présente pour le Parti libéral du Québec, Mme Jennifer Drouin, qui se présente pour le Parti québécois, et Mme Manon Massé, qui se présente pour Québec solidaire. Comme je vous disais, Mme Klitschko n'est pas là, elle est retenue pour un autre événement. Donc, si elle arrive, il y a une chaise qui est là, puis on pourra l'accueillir à ce moment-là. On s'est entendu avec elle qu'on ne retardait pas le débat. Elle arrive, on l'accueille. Elle n'arrive pas, on ne l'accueille pas. Donc, pour commencer, premier tour de table, premier tour de pas de table, dans le fond. Chacun des candidats va avoir une petite minute, 2 minutes pour se présenter comme candidat, mais comme personne, qu'est-ce qui l'intéresse dans le quartier, pourquoi il vient nous voir ce soir. Puis on va fonctionner de la façon suivante. Première question, on va commencer par M. Charron. Madame, voyons, je vais mélanger les noms. Madame Drouin va continuer. Ensuite de ça, ça va être Madame Massé. Deuxième question, Madame Drouin va commencer. Madame Massé, M. Charron. Puis vous comprenez le cycle que ça va faire par la suite. On va commencer. M. Charron, je vous laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Louis Charron, candidat du Parti libéral du Québec. Moi, je suis impliqué dans le quartier depuis plus de 20 ans. Je suis né sur la rue Gascon, au coin de Sherbrooke. Là. Je suis vraiment né à côté du quartier, de la circonscription, c'est-à-dire j'habite la circonscription ici depuis 12 ans maintenant. Je suis engagé depuis plus de 20 ans bénévolement dans toutes sortes d'organismes de la circonscription et également dans Hochelaga-Maisonneuve, j'étais sur le conseil d'administration de la Fondation Grace Dart, qui est un centre de soins de longue durée, un CHSLD. En plus, bon, je suis professeur à l'École du barreau du Québec, donc ça, c'est la partie plus me rapprocher de la jeunesse, parce que je pense que c'est important de se laisser influencer par la jeunesse. Je suis aussi, je suis allé enseigner au Cambodge. J'ai un MBA. Bon, c'est là mon CV là, pour le travail pour lequel je postule. J'ai envie, en fait, de vous dire qu'essentiellement, de servir, c'est dans mon ADN. Depuis des années aussi que je milite au sein d'organismes qui font la promotion des droits de la personne. Donc, voilà. Je suis libéral, puis je suis fier de représenter le Parti libéral du Québec parce que le Parti libéral nous laisse des coffres de l'État en bon état, en bon ordre. On a eu un certificat de la vérificatrice générale qui disait que c'était le cas. L'emploi, on est pratiquement en plein emploi. Les niveaux de pauvreté sont au plus bas historiquement et le Québec rayonne comme jamais par ses entreprises et par ses créateurs. Alors, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui et on va avoir le temps de bien échanger ensemble. Merci. Merci beaucoup. Madame Drouin, ça serait à vous. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Jennifer Drouin, je suis une anglophone, je viens de la Nouvelle-Écosse, je suis une professeure de littérature au niveau universitaire et j'ai également une formation en droit. J'ai fondé le groupe anglophone pour un Québec indépendant il y a quelques années. Je suis arrivée au Québec pour la première fois en 1996 et j'ai tout de suite constaté que ce n'est pas du tout le Canada anglais. Donc, en 2001, j'ai déménagé au Québec, à Trois-Rivières plus précisément, parce que j'étais déjà souverainiste, j'étais déjà membre du Parti québécois avant même d'habiter au Québec. Et puis, depuis 2002, j'habite à Montréal, sur le plateau, le centre-ville, donc dans Saint-Marie-Saint-Jacques.
Je suis sociodémocrate, progressiste, un membre de la communauté LGBT et je suis un grand défenseur de la langue française parce que c'est la langue française qui nous unit. Donc, pour moi, le Parti québécois, c'était un choix logique parce que c'est vraiment la locomotive du changement au Québec depuis 1976. C'est le Parti québécois qui a fait la Charte de la langue française, l'assurance automobile par Mme Louise Payette, les CPE, l'équité salariale, les unions civiles pour les personnes LGBT et le Paix des Braves pour les Autochtones. Donc, pourquoi je vous encourage de voter pour le Parti québécois en 2018? Ben, nous sommes en faveur d'un salaire minimum de 15 $ de l'heure, de manière progressive sur 4 ans pour ne pas nuire aux PME et aux organismes communautaires qui cherchent de l'argent justement pour payer leurs employés. Donc, on veut que ce soit gagnant-gagnant pour les travailleurs et pour les PME et les organismes. Nous sommes aussi en faveur de la gratuité scolaire pour les familles défavorisées de la classe moyenne, le scrutin proportionnel, l'environnement, et on veut réussir l'indépendance en 2022. Merci beaucoup. Comme vous pouvez voir, j'ai un chronomètre, puis jusqu'à date, les gens le respectent. Manon, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être là pour une 6e fois devant les électeurs de Sainte-Marie-Saint-Jacques, puisque depuis 2006, avec le front de bœuf que j'ai décidé qu'un jour, j'allais être la députée de ce comté-là, si les gens m'en donnaient le mandat. Et c'est ce qui est arrivé en 2014. Donc, bien sûr, ici, j'ai un bilan à défendre. Je pense que vous êtes conscients et conscientes que dans les 4 dernières années, à plusieurs niveaux, au niveau du service à la communauté, au niveau des droits LGBT, au niveau des familles, les groupes communautaires, au combien de luttes on a menées ensemble, des groupes particuliers comme de façon générale pour le financement, la question de l'environnement, la question de prendre soin de notre monde par la disparition, à cause de la disparition des services publics notamment. Bref, je ne peux pas vous en parler trop longtemps, mais vous avez reçu à la maison anyway, le bilan de mes 4 dernières années. Et je suis là encore une 6e fois. Pourquoi? Ben parce que je pense que je fit dans le décor. Je pense que comme porte-parole, on a travaillé, pas comme porte-parole, comme député, on a travaillé main dans la main pour assurer que Sainte-Marie-Saint-Jacques ne perdrait pas sa voix unique à l'Assemblée nationale. Et grâce à vous, vous avez réussi. Cette voix-là est encore là. Et oui, bravo, bravo à vous. C'est à vous. C'est vraiment à vous. Et donc, ce que j'aime, je vais répondre à vos questions, mais ce qui va être le grand cheval de bataille pour Québec solidaire pour les prochaines semaines et j'espère pour les prochaines années parce qu'on sera au gouvernement, c'est bien sûr la question environnementale. Il faut que ça change et nous, on en fait un cheval de bataille principal. Merci beaucoup. Ça va être à vous, là, la première question. On a demandé à différents représentants d'organismes communautaires de nous envoyer des suggestions de questions. On essaie d'avoir des questions assez larges pour couvrir beaucoup de sujets. On a sélectionné 5 questions. Ça n'empêche pas que tantôt, vous aurez l'occasion aussi de pouvoir adresser certaines questions aux candidates et aux candidats qui sont ici présents. La première porte plus sur le développement du quartier. Le logement, les grands développements. Donc, notre territoire va subir d'importantes transformations dans les prochaines années. On n'a qu'à penser au développement de Radio-Canada, au développement de chez Molson, le projet au coin de Delormier, au côté du Pont-Jean-Cartier, donc des grands terrains en développement. On se demande justement, ces grands projets immobiliers, qu'est-ce que vos partis proposent pour contrer l'embourgeoisement du quartier, pour assurer que les citoyennes qui y habitent présentement puissent continuer à avoir les moyens d'y vivre dans des logements qui sont décents aussi dans le quartier. Donc, la question du développement du territoire, mais les questions aussi du logement, je vous laisserai la parole, Mme Drouin. Vous avez 1 minute et demie environ. C'est peu.
Mais c'est une minute et demie de qualité. OK. Ben, dans une minute et demie, j'ai déjà 4 cartons de notes, donc on ne va pas tout dire. Donc, nos engagements concrets du Parti québécois, c'est de construire un minimum de 3000 nouvelles unités de logement social par année et d'ajouter à ça l'argent de la stratégie fédérale pour faire 5000 nouveaux logements par année. Parce qu'actuellement, au cours des 4 dernières années, il ne s'est fait que 6000 logements à travers tout le Québec. Et dans Saint-Marie-Saint-Jacques, ben, presque pas du tout. Et là où il y avait du développement dans Saint-Marie-Saint-Jacques, par exemple le complexe Bourbonne, ben, il n'y a pas eu d'entente concrète, noir sur blanc, pour garantir que les engagements soient respectés. Lorsqu'il y a eu une dérogation municipale, il aurait fallu aller au bat contre le maire Coderre et s'engager pour que ce soit écrit noir sur blanc. On veut des logements sociaux, on veut que les organismes communautaires aient un espace, pas des promesses vagues qu'on sait vont être brisées quelques mois plus tard ou un an plus tard. On veut aussi indexer les coûts maximaux admissibles parce qu'ils n'ont pas été révisés depuis 2009 et ça n'a plus de sens, les chiffres qu'on utilise. On veut favoriser des grands logements dans les projets de logement social. On veut aussi permettre aux aînés de rester plus longtemps dans leur propre logement. Et entre autres, ça rejoint un peu nos engagements en termes de soutien à le domicile en matière de santé. C'est vraiment vite, une minute, hein? Mais vous allez avoir le temps après de revenir sans aucun J'espère problème. que vous allez me poser des questions dans les petits groupes parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire là-dessous. Merci. Alors, en matière, en fait, d'occupation du territoire, comme vous le dites, je pense qu'il y a différentes choses à faire. Premièrement, Québec solidaire s'est engagé pour le droit à la ville. Ça veut dire reconnaître aux citoyens et citoyennes un rôle majeur à jouer dans toute arrivée de nouveaux joueurs, promoteurs, économiques, peu importe. Et on croit que c'est important que les citoyens et citoyennes puissent avoir un mot à dire là-dessus. On veut aussi, bien sûr, construire du logement social. Ça fait partie de l'ADN de Québec solidaire. Et je vous dis d'entrée de jeu que pour ici, dans un mandat de 4 ans, on parle de 1135 logements juste pour Sainte-Marie-Saint-Jacques. On veut que le droit au logement soit inscrit à la Charte des droits et libertés. Pourquoi? Bien parce que le droit au logement, c'est un droit comme tous les autres droits, mais malheureusement, il n'en fait pas partie. On veut financer adéquatement la régie du logement parce que les coupures successives ont fait en sorte que vous attendez combien de mois avant d'avoir vos audiences au niveau de la régie. On souhaite aussi, on a déjà déposer un projet de loi dans ce sens-là, mieux encadrer l'exploitation des résidences Airbnb, vous connaissez ça. Ce qu'on souhaite, c'est pas de l'empêcher, mais que ça ne devienne pas une activité commerciale parce que ça cause bien des problèmes dont vous m'avez parlé. On souhaite aussi réduire la spéculation immobilière en forçant une taxe particulière pour les investisseurs étrangers. Et je crois que mon temps est terminé. Merci beaucoup, Mme Massé. Monsieur Charon, vous? Bon, de mon côté, sous le dernier gouvernement libéral, nous avons eu une ministre qui était déléguée à temps complet aux problèmes d'immobilier. Ça a eu des impacts quand même importants. D'une part, il y a un grand chantier de réforme de la Régie du logement qui était en cours, qui se terminera sous le prochain mandat du gouvernement libéral. Il y a également une réforme du droit de la copropriété qui est en cours. Et finalement, Lise Thériault, qui était la ministre responsable, a négocié avec la Ville de Montréal dans le but de lui permettre d'avoir juridiction elle-même sur le logement social à l'intérieur de l'île de Montréal. Donc, on a transféré l'ensemble des responsabilités de construction des logements sociaux à la Ville de Montréal. Maintenant, avec les enveloppes qui viennent avec, c'est-à-dire qu'il y a 38 % de l'enveloppe totale québécoise qui est transférée à la Ville de Montréal pour du logement social. Ces enveloppes-là vont être augmentées jusqu'à 40 % en 2020. C'est ce qui a été discuté et c'est ce qui a été promis.
Malheureusement, je pense qu'on n'a pas le choix d'en arriver à s'assurer qu'il y ait du logement social parce que le logement social est important pour préserver la mixité des usages des différentes personnes. On doit stimuler la cohabitation des personnes de différentes classes sociales pour qu'ils puissent s'entraider mutuellement. Alors, merci. Merci beaucoup. Ouais, ça va t'attendre. On a eu un bel été. On a eu chaud, hein? Dans le contexte des changements climatiques, dont les impacts se sont fait particulièrement sentir dans la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques, qui compte un très grand nombre d'îlots de chaleur. On se demande un peu qu'est-ce que vos partis respectifs ont à nous proposer comme stratégie pour contrer les effets des réchauffements climatiques au niveau du Québec, mais peut-être aussi des actions au niveau local aussi. Merci. Oui, bien sûr. C'est de Sainte-Marie-Saint-Jacques qu'on parle. Alors, ben, écoutez, dans ce sens-là, je pense qu'on le sait, le nombre de chars qui rentrent dans le comté rend, je dirais, la marche, la circulation à vélo, même traverser un coin de rue assez périlleux. Donc, il faut agir sur le nombre de voitures qui rentrent. Puis la meilleure façon d'agir là-dessus, c'est bien sûr en développant massivement le transport collectif. Et dans ce sens-là, mon parti a déjà annoncé le Grand Montréal Express, donc un investissement de plusieurs milliards de dollars, mais qui va avoir des retombées ici, puisqu'on parle notamment d'un tram-train sur le boulevard Notre-Dame, donc de donner dans l'axe Est-Ouest la possibilité aux gens de laisser leur char pour pas venir dans le centre-ville de Montréal, parce que nous autres, ça fait qu'on est obligé de fermer nos fenêtres à cause qu'il y a trop de chars. L'autre enjeu, c'est les îlots de chaleur, c'est majeur. Donc, pour ça, il faut aller de façon massive verdir ou ajouter le nombre d'arbres qu'on a dans notre comté, particulièrement parce que avec la grille du Frêne, l'argent qui a été investi est investi juste pour remplacer les arbres qu'on a été obligé de couper. Puis ça, dans ce sens-là, ben, c'est pas d'adon pour diminuer les îlots de chaleur. Je vous parlais en terminant de la nécessité que les citoyens corporatifs, comme le gouvernement du Québec, avec sa Sûreté du Québec, son Hydro-Québec, Télé-Québec, fassent en sorte que leur stationnement soit utilisé de façon plus intelligente et de nous assurer comme ça de diminuer les îlots de chaleur. Merci beaucoup. Monsieur Charon, ça va être à vous. Bien, sur les îlots de chaleur, encore, le verdissement, c'est de responsabilité municipale. Je peux m'engager à m'assurer qu'en tant que député, que vous êtes bien représenté et qu'on obtient et que les autorités municipales obtiennent les crédits nécessaires pour faire les plantations. Je pense que c'est notre responsabilité à nous tous aussi, ceux qui sont propriétaires, de remplacer les toits par des toits blancs plutôt que des toits noirs. C'est aussi notre responsabilité en tant que propriétaire de faire des plantations sur nos terrains pour avoir plus de couverture végétale. C'est pas juste la responsabilité de la ville, je pense que c'est la responsabilité de tous. Quant à la façon dont on peut faire ça au niveau provincial, il est clair que nos engagements sont moins mirobolants que Québec solidaire, mais à tout le moins, on a annoncé déjà le REM, qui est le réseau électrique métropolitain, qui est présentement en train d'être construit. On a des incitatifs à l'acquisition de voitures électriques dans le but de diminuer les consommations d'essence et l'émission des GES. On a aussi... puis c'est, je pense, justement, comme disait Manon, en donnant des alternatives aux gens qui traversent notre comté, soit parce qu'ils viennent d'Anjou pour aller au centre-ville, soit qui arrivent du Pont-Jacques-Cartier et qui traversent notre circonscription. On doit leur donner des alternatives pour venir en ville sans voiture et c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Merci. Merci beaucoup. À vous, Mme Drouin. Bonjour. Donc, le Parti québécois
parler de l'environnement dès le début de la campagne, puis on en parle souvent et on veut vraiment que ce soit une priorité. Et c'est pour ça que Jean-François Lisée s'est engagé à mettre l'environnement et le développement durable à la responsabilité de lui comme Premier ministre. On a annoncé en début de campagne un projet de serre et de toit vert, comme Louis vient d'en parler. Nous, on veut faire un projet de loi sur la primauté de la compétence du Québec en environnement pour que plus jamais il arrive une question d'énergie Est où il faut absolument que le Québec ait le droit de dire non à tout projet sur son territoire qui n'est pas bon pour l'environnement. On a parlé depuis des mois déjà de notre projet de grand déblocage qui va réduire les gaz à effet de serre et ajouter 200 km de plus de transport en commun. Et contrairement à la Parti libéral, le CAQ et QS, nous sommes contre le REM, le REM, dans le fond, c'est Real Estate Money. C'est pour le développement du West Island et la spéculation sur ces territoires-là. Nous, au contraire, dans notre projet de grand déblocage, ça comporte un tramway sur la rue Saint-Laurent, aussi un tram de l'hydrodrome qui va passer par Saint-Marie-Saint-Jacques, et en plus, la ligne rose du métro dont il est déjà question. Nous avons aussi, moi personnellement, au niveau des îlots de chaleur, j'ai appuyé il y a une semaine, 2 semaines, les amis du Quai de l'Horloge qui avaient un projet pour faire face à un projet du fédéral qui veut mettre de plus en plus de béton autour du Quai de l'Horloge. Merci beaucoup. On repart le cycle. Donc, le quartier Centre-Sud est un quartier qui est riche, particulièrement riche de ces organismes communautaires, de ces organismes aussi où les citoyens viennent participer à différents projets. Ou aussi, des organismes offrent des services qui sont de première ligne bien souvent à la population. Sachant que les organismes communautaires peinent à recevoir un financement à la mission, ce qui fragilise leur autonomie et maintient dans l'insécurité et l'instabilité, et que l'absence ou l'insuffisance d'indexation a pour conséquence leur appauvrissement. Comment votre parti compte soutenir le mouvement communautaire et particulièrement dans le quartier? Merci. Bien, je pense que le gouvernement du Parti libéral du Québec reconnaît l'engagement ou l'importance plutôt des organismes communautaires pour livrer des services à la population. Dans l'année en cours, on a aidé 3591 organismes au Québec qui ont été financés à l'appui à la mission comme telle, pas sur des programmes spécifiques ou des enveloppes spécifiques. On a aidé, en fait, on a versé 600 millions de dollars à l'ensemble de ces organismes-là, dont 80 % étaient uniquement au soutien de la mission. Ces investissements-là sont importants. Ils sont passés au début, lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2002, à 274 millions et on est rendu à 600 millions. De plus, on a annoncé juste avant les élections des investissements récurrents de 17 millions annuellement. Donc, je vous soumets que le Parti libéral du Québec, le gouvernement du Parti libéral du Québec a fait son effort pour soutenir les organismes communautaires, notamment ceux de Sainte-Marie-Saint-Jacques, puisqu'on est en fait la circonscription où il y a le plus d'organismes communautaires au Canada. Merci. Merci beaucoup. Oui, Mme Drouin. Donc, le Parti québécois va rehausser le financement à la mission des organismes d'action communautaire de 200 millions récurrents et cumulatifs durant notre mandat. On veut que ce financement-là soit pluriannuel, plus stable et indexé annuellement. On veut reconnaître l'autonomie et la capacité d'agir des organismes communautaires selon leurs propres valeurs. On va mettre en place un programme d'acquisition et de rénovation de meubles à vocation collective parce que, comme vous savez, les organismes communautaires, il y a un manque flagrant d'espace et donc, pour leur donner cet espace-là, ben, il faut qu'il y ait des bâtiments puis un accès à ces bâtiments-là. Et ça, c'est un engagement de 11 millions de dollars.
On va aussi améliorer les conditions de travail des travailleurs d'organismes communautaires par 3 mesures. On va créer une assurance collective pour les travailleurs des organismes communautaires, financer un régime de retraite des groupes communautaires et femmes en région, et créer une mutuelle de prévention de sécurité et de santé et de sécurité au travail pour les organismes communautaires. Et comme j'ai déjà dit tantôt, nous sommes aussi en faveur d'un salaire minimum de 15 $ de l'heure sur 4 ans, ce qui va toucher aussi les gens qui travaillent pour les organismes communautaires où, justement, on peut dire que les salaires ne sont pas très élevés en ce moment. Donc, ça aussi, c'est une mesure qui va leur toucher. Merci beaucoup. Madame Massé, c'est à vous. Je pensais qu'il y avait déjà un régime d'assurance collective et de retraite. Puis, en région, OK, mais je travaillais en région puis j'avais accès, alors, bref, pas de problème. Tant mieux si vous améliorez. C'est ça qui est important. Bien sûr, aussi le financement, c'est fondamental. Financement à la mission. Le 600 millions, je vais retourner dans mes livres. Louis, je ne l'ai pas vu. Mais je vais retourner dans mes livres. Je ne vois pas tout. C'est l'important de la mission. Pourquoi? C'est parce que vous passez bien trop de temps à faire autre chose que votre mission. Québec solidaire investira donc 260 millions dans son premier mandat et un autre 255 millions dans son deuxième mandat. Parce que c'est ça que les groupes nous disent que ça coûte de réaliser leur mission. On va l'indexer, bien sûr, à chaque année, ce qui aurait dû être fait depuis la création de la politique d'action communautaire. On va donner le 15 $ l'heure la première année, au 1er mai 2019, en investissant, entre autres, dans le milieu communautaire, 30 millions pour aider les groupes à faire cette transition-là. Je nous rappelle que, globalement, les groupes ne sont pas à 15 $ de l'heure, ne sont pas à 12 $ de l'heure. La majorité ont amélioré les conditions de travail de leur monde. Et dans notre comté, de façon spécifique, je pense que des groupes, notamment les groupes d'intégration des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes et les groupes d'aînés qui ont un défi de financement, les groupes VIH-Sida aussi qui ont vu leur financement coupé par le fédéral, on va les soutenir de façon particulière. Merci beaucoup, madame. Ce qui va nous emmener à une question sur la santé. Donc, on voudrait savoir, dans le fond, les propositions de vos partis respectifs par rapport à la crise que traverse actuellement notre système de santé. Manque de médecins de famille, la détresse des différents professionnels en soins, notamment les infirmiers, les infirmières, la privatisation d'une partie du système. Donc, on voudrait avoir un peu la division de vos différents partis sur le développement du système de santé et comment rendre ces services-là disponibles à la population. On est rendu à vous. Je pense que oui. Ouais. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit parce que je suis un peu mélangé. Moi et Louis, on est professeurs, fait qu'on est habitués à gérer les tours de parole. OK, je commence. Donc, nous, au Parti québécois, on veut geler le salaire des médecins. Et si vous nous donnez un mandat fort, par exemple, si vous lisez beaucoup de députés du Parti québécois, notamment Saint-Marie-Saint-Jacques, on veut rouvrir l'entente sur les médecins spécialistes. On veut vraiment mettre les patients au cœur du système de santé et pas les médecins. On veut donner une réelle autonomie aux 200 000 infirmières et pharmaciennes. Comme vous avez vu dernièrement, les infirmières travaillent trop et sont vraiment débordées. Donc, on veut alléger la charge de travail des infirmières. En même temps, il faut investir avec tout l'argent qu'on va économiser sur les salaires des médecins. Ça va nous permettre d'investir et développer un réseau de cliniques d'infirmières spécialisées, comme dans les CLSC, qui va être ouvert jusqu'à 21 heures tous les jours, 7 jours sur 7. Évidemment, puisqu'on parle des médecins, on va mettre fin à l'incorporation des médecins. Les médecins, ça ne devrait pas être des compagnies ou des corporations. On va permettre aux autres professionnels de référer des patients à des spécialistes. Donc, au lieu d'aller voir un médecin pour être référé à un spécialiste, qu'une infirmière ou quelqu'un d'autre puisse vous référer. J'ai déjà... Ça va vite, hein? Quand on a du plaisir, là...
Alors, bien sûr, au niveau de la santé, je pense que ce qui est fondamental, c'est de rapprocher les services de soins auprès de la population, en accent principalement, entre autres, sur la prévention. On a vécu des coupures majeures en santé publique et ça, c'est pas très joli pour des quartiers comme le nôtre. On a vécu aussi une concentration des services dans les hôpitaux au lieu de donner aux CLSC ce qu'ils ont besoin pour fonctionner. Alors nous, c'est à ça qu'on va s'attaquer. On va réouvrir les CLSC 24 heures par jour, 7 jours semaine. Dans notre comté, il y a 3 points de service qui sont fort utiles pour notre population. Et c'est ça, et seulement ça, qui va désengager les urgences. On va déchirer l'entente des médecins parce qu'ils voulaient atteindre l'égalité avec l'Ontario. Ils l'ont atteint. Ils n'ont pas besoin de ce milliard-là de plus. Et ce milliard-là va être utile, entre autres dans notre cas, pour assurer que tous les Québécois et toutes les Québécoises vont avoir une assurance dentaire toute leur vie, parce que ça coûte ben trop cher. Et je vous dirais que... Applaudissez pas trop, ça me coupe du temps, Merci beaucoup de votre collaboration. On va aussi, avec Pharma Québec, qui est un endroit où on va dealer les médicaments avec les grandes compagnies pharmaceutiques qui sont en train de nous bouffer l'argent du système de santé. On va s'assurer que les médicaments soient accessibles, entre autres par une assurance médicaments universelle. Merci beaucoup. Bien, moi, je vous parle en tant que candidat de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Est-ce que vous savez que dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, on a plus de ressources qu'on en avait il y a 2 ans? On a le CHUM qui est ouvert depuis le dernier mandat, dans le dernier mandat, et la plupart des gens ne le savent pas et c'est pour ça que j'en parle, je vous en parle. L'hôpital Notre-Dame est resté ouvert. C'est maintenant un centre de santé communautaire. C'est un centre de santé. C'est une ressource additionnelle, finalement, qu'on a dans Sainte-Marie-Saint-Jacques et qu'on n'avait pas avant. Moi, je parle à plein de gens, puis ils ne savent même pas qu'ils peuvent aller à l'urgence à l'hôpital Notre-Dame s'ils ont besoin d'une salle d'urgence. Parce qu'il y a plusieurs autres ressources qui existent pour ça. J'ai un tas de statistiques à vous donner sur les réinvestissements qui ont été faits dans le système de santé par le gouvernement du Parti libéral du Québec. Je vais simplement dire, laissez faire les statistiques, vous dire que d'une part, c'est la première fois, je pense, historiquement, qu'on annonce qui sera le prochain ou la prochaine, dans notre cas, ministre de la Santé, Mme Gertrude Bourdon. À la base, c'est une infirmière. C'est un changement de paradigme complet dans le traitement que nous allons faire des conditions d'emploi, dans le système de santé. Il y a des enveloppes qui vont être débloquées. C'est le tour des infirmières, c'est le tour des préposés aux bénéficiaires et ça va s'effectuer dans le prochain mandat. Merci. Merci beaucoup. C'est Manon. C'est Manon qui commence cette fois-ci. Oui, c'est à mon tour. On a entendu dans les dernières semaines différentes propositions que vous aviez aussi sur l'éducation. Une question qui préoccupe plusieurs personnes ici, qui nous a été adressée, porte beaucoup plus sur l'alphabétisation. Donc, sachant que 19% des Québécois sont analphabètes, soit niveau 1, moins 1 ou 1 en littératie, et que 34,3% éprouvent de grandes difficultés de lecture et se situent au niveau 2 de littératie. Quels sont les engagements de vos partis respectifs en ce qui a trait à la lutte à l'analphabétisme au Québec? Merci, François. Je pense qu'il est plus que temps, parce que ces chiffres-là, on les connaît. On les connaît depuis longtemps. Ils n'ont pas évolué dans les dernières années. Alors, je pense que ça prend un coup de barre, puis ça se passe généralement à travers une stratégie nationale. Et nous, on propose donc cette stratégie nationale pour contrer l'analphabétisme. Pourquoi?
Bien, parce que prendre soin de la littératie des gens. Littératie, c'est un grand mot. Réduisons ça à savoir lire, écrire puis compter. Là. Savoir lire, écrire puis compter, c'est la base de la vie. C'est ce qui te permet d'opérer. C'est ce qui te permet d'élever tes enfants puis de comprendre quand ils reviennent de l'école ce qu'ils veulent dire. Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'y attaque collectivement parce que ça touche tout le monde. Et aussi, ce qui est souhaitable, c'est d'éviter le décrochage scolaire. Donc, d'éviter que les gens décrochent parce que notre système, les profs, il n'y a pas rien que les élèves qui décrochent à l'école, les profs décrochent. Les conditions de travail sont terribles. On a de moins en moins de ressources pour faire en sorte de soutenir les profs dans leur classe d'enseignement. Je pense, entre autres, à des orthopédagogues, des éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, etc. Alors, si on veut faire quelque chose par rapport à l'analphabétisme, il faut le prendre avant, en amont, en investissant massivement le système d'éducation. Et pour nous, c'est notre plus grosse dépense dans notre prochain plan, dans notre prochain mandat. Et je dirais qu'il ne faut surtout pas oublier les groupes d'éducation populaire à travers tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Charon, ça va être à vous. Je pense qu'à la base, on est dans une situation de plein emploi et pour que certaines personnes puissent retrouver le marché du travail, elles doivent apprendre à lire de façon minimale et être capables de compter de façon minimale, c'est-à-dire la littératie et la numératie. Les deux existent. C'est un enjeu important ici dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui, on en a déjà parlé. Le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a mentionné que c'était une priorité du prochain gouvernement libéral. Il a annoncé ça la semaine dernière, ou même cette semaine, je crois, à Trois-Rivières. On est dans une situation où pour cette problématique-là spécifiquement, on a déjà débloqué 9 millions de dollars. C'est pas grand-chose, j'en conviens. On est en mesure d'augmenter les ressources en classe. On a voté 1,8 milliard pour 1700 ressources à investir dans les écoles. Les commissions scolaires, s'ils ont besoin de ressources spécifiques en littératie pour adultes, ils sont aptes, ils ont les pouvoirs d'utiliser les sommes comme ils le désirent pour pouvoir pallier à ce problème-là. Je pense que c'est important d'être à l'écoute des gens quand on est candidat, quand on est député, et c'est dans cette écoute qu'on pourra faire avancer ce dossier-là ensemble. Merci beaucoup. Madame Drouin. Le Parti québécois veut lancer la décennie québécoise de l'alphabétisation, qui va être un grand chantier pour mobiliser les experts en lutte contre l'analphabétisation, les entreprises, les travailleurs et les médias. Et ça tournera autour de 3 piliers d'action. Le premier, c'est prévenir et agir en amont, donc à la maison. Le deuxième, c'est de faire une priorité nationale dont on s'est déjà engagé, où l'école serait vraiment l'outil principal de la lutte à l'alphabétisation. Et le troisième, ça serait de faire du Québec la société la plus instruite au monde. Et ça rejoint tous nos autres engagements en matière d'éducation, dont de faire des écoles publiques, vraiment des écoles 100% publiques, sans tous les frais afférents qu'on voit en ce moment. Ce serait aussi notre proposition en termes de gratuité scolaire pour les familles défavorisées et la classe moyenne. Ce serait aussi notre loi bouclier pour protéger le budget, parce que dans les 4 dernières années, entre les promesses puis la réalité, il y avait un manque à gagner de 4 milliards. Et finalement, ce serait notre projet pour faire des écoles en santé. Ici, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, sur 12 écoles, il y a 8 qui sont en mauvais ou très mauvais état. J'aimerais bien savoir ce que le député a fait au cours des 4 dernières années, parce que lorsque Daniel Breton était député, il a travaillé étroitement avec l'école Garneau et on voit des changements concrets sur le terrain. Merci beaucoup.